Bonjour, c'est Gabrielle. Aujourd'hui, Louis XV et Louise de Montmirail. Versailles, octobre 1745. Tu te rends compte qu'il ne sait même pas lâcher un cerf correctement? Louise de Montmirail faillit renverser sa tasse de chocolat, un chocolat chaud, fort, parfumé à la vanille de l'île de la Réunion, importé par un négociant de Bordeaux qui avait fait un voyage pour échapper aux impôts. Elle l'aimait parce qu'il avait un goût de terre, de soleil, de lointain. Lointain comme le Chili où elle avait passé un été avant que son père, notaire de Rouen, ne décide que la cour était plus sûre que les Andes. Jeanne-Antoinette, elle, ne buvait que du thé anglais. Pour la discipline, disait-elle. Mais elle y ajoutait 3 sucres, comme une enfant qui veut se rattraper. Dans le petit cabinet donnant sur les jardins, le silence s'était fait non pas de respect, mais de stupeur. Jeanne-Antoinette venait de prononcer cette phrase avec le plus grand sérieux, comme si l'incompétence synégétique du roi de France constituait un obstacle majeur à la séduction, et non une simple maladresse de prince. Le cerf, répéta Louise, encore sous le choc du chocolat. Parfaitement. Jeanne-Antoinette se leva, s'approcha de la fenêtre et désigna d'un doigt la clairière où, la veille, le roi avait lancé le chien trop tôt. Le cerf était à 50 pas. Le chien a foncé. Le roi a crié « à moi » comme un enfant qui veut un gâteau. Le cerf s'est arrêté, il a regardé le roi a regardé le cerf, et puis ils ont tous deux bu de la même source à l'ombre du chêne de la reine. Louise la fixa. « Tu as assisté à la chasse ?» Je n'étais pas là, mais j'ai interrogé le palefrenier. Il pleurait. Il disait que c'était la 3e fois cette année. Louise posa sa tasse. Elle connaissait ce regard, celui que Jeanne-Antoinette avait à 12 ans, quand elle avait réorganisé le salon de leur grand-père pour faire une cour miniature et avait obligé les valets à jouer les ministres. Elle avait fait de l'huissier un cardinal, du jardinier un ambassadeur de Venise. Et le roi, dans son jeu, avait signé un décret qui donnait à la chèvre du potager le titre de dame de la cour. Tu veux séduire le roi en corrigeant sa technique de chasse? Mais non, sotte. Jeanne se rassit, s'adossa à la soie bleue du canapé et se pencha vers elle avec cet air de conspiratrice qu'elle avait déjà dans le jardin de leur grand-père quand elles avaient caché les clés de la bibliothèque pour forcer les domestiques à lire Rousseau à voix haute. Je veux comprendre qui il est vraiment. Elle sortit un petit carnet de soie brodée qu'elle gardait sous son corset, un cadeau de sa mère, morte à 30 ans après avoir donné naissance à 3 enfants et perdu 3 amants. Sur la première page, Jeanne avait écrit en lettres minuscules « Les rois ne séduisent pas, ils s'ennuient, et ceux qui les aiment le voient. » Toutes ces femmes, et je dis bien toutes, essaient de le séduire en étant belles, spirituelles, disponibles. Résultat, il s'ennuie à mourir entre ses maîtresses et ses ministres. Elle tourna une page. Hier, il a dessiné une fontaine sur un coin de lettre de Madame de Mailly. Il l'a signée L15, pas roi, pas Sa Majesté, juste L15, comme un enfant qui signe un dessin. Louis soupira. Et moi, dans cette stratégie révolutionnaire, quel est mon rôle? Le sourire de Jeanne-Antoinette s'élargit. Toi, ma chère, tu vas séduire tout le reste? 3 semaines plus tard. Louise de Montmirail devint la fille qui écoute. Elle ne parlait jamais en premier, elle ne riait pas trop fort, elle ne portait pas de dentelle, elle portait des jupes de lin, des gants de cuir et une paire de bottines qui, selon le duc d'Ayen, avaient l'air d'avoir marché sur des chemins de montagne. Elle n'avait jamais mis les pieds au Chili depuis l'enfance, mais elle avait gardé les bottines. Elle s'asseyait près du valet de chambre du roi pendant qu'il réchauffait les pantoufles. Elle écoutait ses histoires de dettes de jeu. Elle demandait « Et cette tabatière que vous vouliez offrir au roi, celle avec Diane ?» même si elle ne savait pas ce qu'était une tabatière. Le duc ébloui lui en offrait une de celles que le roi avait refusées parce qu'elle faisait un bruit de grenouille quand on l'ouvrait.
Elle transmettait tout à Jeanne-Antoinette, qui prenait des notes comme un général préparant une bataille. Mais pas avec des cartes, avec des dessins, des croquis de Fontaine, des annotations sur les métamorphoses d'Ovide, des dates de naissance des maîtresses du roi, et en bas de la dernière page, en tout petit, « Il n'aime pas être admiré, il aime être vu ». Le soir du souper, tout se déroula comme prévu, sauf que rien ne se déroula comme prévu. Louis XV, présenté à madame d'Étiolles, écouta poliment disserter sur les métamorphoses d'Ovide. Il admira la gravure, Diane surprise par Actéon, un chef-d'œuvre de l'atelier de Boucher, que Jeanne avait fait venir de Paris en cachette. Il sourit vaguement, puis alors que tout le monde attendait la réaction du roi, la caresse, le regard, le mot doux, il se tourna vers Louise, restée discrètement en retrait près de la cheminée, en train de regarder un chat noir s'endormir sur un coussin de velours. « Mademoiselle de Montmirail, n'est-ce pas? On me dit que vous connaissez toute la cour mieux que mon ministre de la police. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jeanne-Antoinette écarquilla imperceptiblement les yeux. Louise sentit 30 regards se braquer sur elle, comme si elle venait de dévoiler un trésor que tout le monde avait cru perdu. « Votre Majesté me prête des talents que je n'ai pas, » parvint-elle à articuler. « Je me contente d'écouter, ce qui est bien moins fatigant que de parler. » Louis XV éclata de rire, un vrai rire, pas le ricanement poli habituel, un rire qui fit trembler les verres, un rire qu'on n'avait pas entendu depuis la mort de la reine. « Justement, venez, venez donc, madame d'Étiolles, vous permettez que j'emprunte votre amie. J'ai besoin de quelqu'un qui écoute pour me dire franchement si mon projet de bosquet est aussi catastrophique que le prétend le nôtre. » Et il partit, emmenant Louise médusée sous le regard stupéfait de toute l'assemblée. Dans les jardins, 1 heure plus tard. Le roi marchait vite. Il ne parlait pas, il regardait les arbres, il touchait les feuilles, il semblait presque honteux. « Et donc, vous voyez, si je détourne ce ruisseau, ici, j'aurai assez de pression pour alimenter 3 fontaines au lieu d'1. Mais le nôtre dit que ça va inonder les parterres. Mademoiselle de Montmirail, vous m'écoutez ?» Louise sursauta. Elle était en train de penser que le roi de France, le monarque absolu, le maître de Versailles, avait exactement la même expression concentrée que son père quand il expliquait un contrat particulièrement compliqué avec des chiffres, des clauses, des sous-entendus. Comme s'il avait peur de se tromper, comme s'il attendait qu'on le rassure. « Pardonnez-moi, sire, je pensais que... C'est-à-dire, le nôtre a probablement raison sur les parterres, mais n'y a-t-il pas moyen de créer un bassin intermédiaire qui servirait de réservoir ?» Louis XV la regarda comme si elle venait d'inventer la poudre. « Un bassin, évidemment. Comment n'y ai-je pas pensé ?» Il se mit à arpenter l'allée. « Ici, peut-être, avec un trop-plein qui alimenterait... » Il s'arrêta brusquement. « Votre ami est très spirituel. » Le changement de sujet était si abrupt que Louise cligna des yeux. « Madame d'Étiolles ? Oh, elle est infiniment plus que spirituelle, sire. Elle avait tout planifié, n'est-ce pas? Les cerfs, Diane, Actéon, toutes ces allusions savantes. » Il souriait, mais pas cruellement. « J'ai reconnu la technique. Ma propre mère utilisait la même pour gérer mon père. C'est très impressionnant, vraiment. » Louise ne sut que répondre. Le roi continua. « Le problème, voyez-vous, c'est que j'ai passé ma vie entourée de gens qui me manipulent avec beaucoup d'intelligence. C'est épuisant. » Il la regarda avec une franchise désarmante. « Tandis que vous écoutez le duc d'Ayen parler de tabatière sans même essayer de l'impressionner, par pure gentillesse. C'est reposant. » Elle ne répondit pas. Elle pensa au Chili, à la façon dont les anciens du village disaient « Le plus fort n'est pas celui qui parle le plus, celui qui écoute détient la vérité. » Le petit cabinet le lendemain matin. « Il t'a demandé en mariage ? » ?»« Mais non !» Louise était écarlate. « Il m'a demandé de lui présenter un bon notaire parce qu'il veut réviser le statut juridique des fontainiers de Versailles. Mon père, Jeanne. Il veut rencontrer mon père. » Jeanne-Antoinette resta bouche bée 1 seconde, puis explosa de rire. Un rire si violent qu'elle dut s'asseoir.
Ah, c'est parfait, c'est absolument parfait. Je construis une stratégie digne de Richelieu pour séduire le roi avec mythologie, culture et finesse psychologique. Et toi, tu le conquiers en le laissant parler de plomberie. Je ne l'ai pas conquis. Oh que si. Jeanne s'essuya les yeux, toujours secouée de rire. Il t'a parlé pendant 1 heure. Il t'a montré ses plans secrets. Il veut rencontrer ton père. Ma chère Louise, tu viens d'obtenir ce que toutes les femmes de la cour recherchent depuis 10 ans, son attention réelle. Louise se laissa tomber sur une chaise. Mais je ne veux pas être sa maîtresse. J'allais t'aider, toi, et tu m'as aidé énormément. Jeanne s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Tu m'as appris quelque chose d'essentiel. On ne séduit pas le roi de France. On devient simplement quelqu'un dont il ne peut plus se passer. Mais toi, oh, moi j'ai d'autres plans, beaucoup d'autres plans. Son sourire retrouva son étincelle habituelle. Figure-toi que pendant que tu discutais hydraulique, j'ai eu une longue conversation avec M. de Tournehem sur le mécénat royal. Il se trouve que le roi cherche quelqu'un pour réorganiser la manufacture de Sèvres. Louise la regarda incrédule. « Tu ne vas quand même pas… » « Séduire le roi par la porcelaine ? Pourquoi pas ?» Elle se leva avec une révérence moqueuse. « Au moins toi, tu auras obtenu ce que tu voulais vraiment. » « Quoi donc ? Ne jamais devoir porter ces corsets ridicules qu'on impose aux maîtresses royales. Tu pourras rester dans ton petit hôtel de Saint-Germain, recevoir le roi pour le thé en parlant de Fontaine et n'être courtisée par personne d'autre. Le paradis pour une fille de notaire qui déteste la cour, non ?» Louise ouvrit la bouche, la referma, puis éclata de rire à son tour. « Tu sais quoi ? Tu as probablement raison. » « Bien sûr que j'ai raison. » Jeanne-Antoinette lui fit un clin d'œil. « Maintenant, parle-moi de ce projet de Fontaine. J'ai l'impression que si je veux vraiment impressionner Sa Majesté, je devrais m'intéresser sérieusement à la pression hydraulique. » Versailles, 1752, et après. Louise de Montmirail ne devint jamais maîtresse du roi, ce qui déçut beaucoup la cour et soulagea énormément son père, un homme qui à 60 ans avait fini par dire « Je ne veux pas que ma fille soit une épouse de roi, je veux qu'elle soit une épouse d'homme. » Elle resta cependant la confidente la plus fiable de Louis XV pour tous ses projets de jardin et de travaux. Elle ne vivait pas à Versailles, elle n'y venait que 3 fois par an. Elle apportait du chocolat, des livres de botanique et parfois une petite sculpture en argile, un oiseau fait à la main qu'elle avait sculpté en souvenir d'un voyage à Santiago quand elle était enfant. Le roi l'appelait la dame aux fontaines. Il ne l'embrassait jamais, il ne lui offrait pas de bijoux. Il lui offrit une paire de gants en peau de daim doublés de soie fait à Lyon avec un petit bouton de cuivre en forme de goutte d'eau. Pour les journées de pluie, avait-il écrit sur le petit mot qui l'accompagnait. Elle les garda, elle les porta, elle les mit même lors de son mariage, 3 ans plus tard, avec Étienne de La Salle, ingénieur des ponts et chaussées, qui avait conçu le premier aqueduc à pression variable en France, inspiré, disait-il, par une conversation avec une jeune femme qui savait écouter. Elle eut 2 enfants, elle apprit à faire du thé à la vanille, elle écrivit un journal qu'elle ne publia jamais, dans ses pages elle notait « Le roi n'a pas aimé une femme, il a aimé un silence. Et moi je n'ai pas voulu être aimée, j'ai voulu être entendue. » Jeanne-Antoinette, quant à elle, devint Madame de Pompadour. Elle réorganisa effectivement la manufacture de Sèvres. Elle fit de la porcelaine un art royal. Elle fit exécuter une série de vases, les Métamorphoses de Diane, où la déesse n'était plus belle ni cruelle, elle était simplement humaine, en train de rire, en train de tomber, en train de regarder un cerf s'éloigner. Elle envoya un vase à Louise, sur le socle, gravé en lettres fines, pour celle qui a fait pleurer le roi en silence. Elle se retrouvait chaque année à l'automne dans un petit hôtel de Saint-Germain où elle buvait du chocolat, discutait de Fontaine et se moquait de leurs 20 ans. Une fois, Jeanne demanda « Tu regrettes ?» Louise regarda les gants posés sur la table comme un trésor. « Non, je ne regrette rien. » Et elle ajouta presque à voix basse « J'aurais aimé que le roi sache que je ne l'ai pas séduit, je l'ai seulement aimé, comme on aime un arbre, pas pour ses feuilles, pour son ombre. »